Sommes-nous sous le gouvernement des juges en France ? Si tout le monde convient que le juge remplit un rôle indispensable dans la société, certains considèrent que le juge est sorti de son rôle depuis plusieurs décennies et qu'il va trop loin, qu'il a d'une certaine manière pris l'ascendant sur le pouvoir législatif et exécutif. Est-ce possible ? En quoi cela serait-il un problème pour la démocratie ? Et pourquoi ce glissement s'est-il réalisé ? Notre invité ce soir est convaincu de la réalité du problème puisqu'il a publié chez Gallimard La démocratie au péril des prétoires, de l'état de droit au gouvernement des juges. Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Éric Scheutal. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Merci beaucoup, Monsieur Scheutal, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous êtes polytechnicien, énarque, vous avez travaillé au Conseil d'État, puis vous étiez même secrétaire général du Conseil constitutionnel de 1997 à 2007. Alors, vous êtes ce qu'on appelle un haut fonctionnaire. Et aujourd'hui, vous publiez un livre un petit peu à charge, je dois dire, contre les juges. Vous avez quelques propos bien sentis. Alors justement, ma première question, c'est comment votre ouvrage a-t-il été reçu auprès de vos anciens collègues ? Est-ce qu'ils vous ont donné quelques réponses ? Alors, je crois que mes collègues et les magistrats et juristes de mes amis, si vous voulez, ont compris ma démarche. Personne ne m'a jeté la pierre. Certains m'approuvent pleinement. D'autres pensent que je force le trait. Mais je crois que même ces derniers estiment que ce faisant, je contribue à un débat salubre. Alors, bon, vous auriez pu me demander aussi, c'est une question que je me suis posée à moi-même, comment un ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel peut-il en arriver à dénoncer l'hypertrophie du pouvoir juridictionnel, n'est-ce pas, brûler ce qu'on a adoré ? Alors bon, je crois que c'est surtout tenter d'être sincère sur une dérive dont j'ai été témoin de l'intérieur et je ne suis pas le seul. Je pense en effet que la démocratie représentative souffre de l'hypertrophie du pouvoir juridictionnel, national comme supranational, et que nous traversons une crise qui n'est pas prête de s'achever et qui n'est pas sans rappeler celle qu'a connue l'Ancien Régime avec ses parlements. Alors c'est un diagnostic que je ne pose pas d'un cœur léger. Il y a encore 10 ans, je n'aurais pas imaginé faire un tel constat, au moins publiquement, ni même d'ailleurs dans mon fort intérieur. Certains ont la capacité morale de penser contre leur temps, contre leur paroisse, contre eux-mêmes. C'est pas mon cas. Ma tendance naturelle, c'est plutôt, si vous voulez, la discrétion et le légitimisme. Si je me résous à mettre les pieds dans le plat et d'user de la liberté de parole que permet le statut de fonctionnaire retraité quand même, ce n'est pas pour le plaisir morose de jouer les imprécateurs, mais parce que je crois de mon devoir, à mon modeste niveau, et de façon inévitablement subjective, de porter témoignage, de susciter la discussion, de contribuer à faire bouger les lignes. Et mes collègues ont compris, je crois, le sens de cette démarche. Il y a une question au cœur de votre livre, de cette réflexion sur le gouvernement des juges, c'est ce qu'on appelle l'état légal contre l'état de droit. L'idée qu'il y a la loi et il y a cette notion d'état de droit. Est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs, bien expliciter ces deux concepts qui sont un petit peu en combat ? Alors, l'état de droit est devenu aujourd'hui un mot valise qui a une signification tantôt technique, c'est l'état légal auquel vous vous référez, tantôt transcendantal. Alors, l'état légal, qu'est-ce que c'est ? C'est l'existence de normes, une hiérarchie des normes, le fait que ce soit essentiellement par la voie du suffrage universel que ces normes sont fixées, et en effet un contrôle juridictionnel. C'est aussi la séparation des pouvoirs qui veut que les pouvoirs se tempèrent, mais qui coopèrent aussi, et qu'aucun ne cherche à écraser les autres. Ça, c'est l'état de droit au sens technique, l'état de droit légal. Mais il a aussi, de nos jours, acquis une valeur, une dimension un peu transcendantale. Dans cette dernière acception, il devient une religion dont les droits fondamentaux sont les dieux et le juge, le grand officiant. Dans un état de droit, deux principes cardinaux, si vous voulez, doivent être présents. L'État doit respecter le droit, bien sûr, mais aussi le faire respecter. Et là, il peut y avoir une tension. La dialectique entre puissance publique et liberté est vieille comme le contrat social. La puissance publique menace-t-elle la liberté ? Bien sûr. Il faut la contrôler par divers garde-fous, tels la séparation des pouvoirs et, bien sûr, la possibilité de recours juridictionnel.
Mais comme le montre le triste spectacle des sociétés sans État ou dépourvues d'un État digne de ce nom, l'inexistence ou la carence de la puissance publique menace la liberté autant que son poids excessif. Alors, il est vrai historiquement que les libertés ont été malmenées par le prince. Elles ne le sont pas moins dans l'espace, pensons à la Russie de Poutine ou à la Turquie d'Erdogan. Toutefois, pour Montesquieu déjà, c'est ce que je le cite abondamment dans mon livre, la liberté se définissait, alors je cite, comme la tranquillité d'esprit du citoyen qui provient de son opinion que le gouvernement non seulement ne l'assujettit pas, ça c'est la dimension libérale si vous voulez, mais fait en sorte, je cite toujours Montesquieu, qu'il ne puisse craindre d'un autre citoyen. Ça c'est la dimension de la sûreté. Et on connaît aussi la formule de Paul Valéry, si l'État est fort, il nous écrase, s'il est faible, nous périssons. Donc la liberté est inséparable de l'action positive et pas seulement de l'abstention de l'État en faveur de la sûreté de chacun. La sûreté, c'est la condition première de l'exercice des libertés, à commencer par les plus fondamentales, vivre, se déplacer, travailler, mener une vie privée et familiale, contracter, entreprendre, exprimer son opinion. Donc l'état de droit doit rester le correctif de la souveraineté populaire, il ne faut pas que le législateur ou le pouvoir exécutif dérape, mais non dévitaliser la souveraineté en se substituant au véritable souverain qui est le législateur ou le pouvoir exécutif responsable devant le souverain en bonne démocratie. Alors justement, il y a quand même un mécanisme qui semble remplir cette fonction et qui a été adopté il y a quelques années pour la France. C'est ce qu'on appelle la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, où on a justement cette possibilité, lorsqu'une loi est votée par la représentation nationale, de la déférer devant le juge constitutionnel pour vérifier qu'elle est conforme à la Constitution, que le souverain ne soit pas allé au-delà ou n'ait pas porté atteinte aux droits fondamentaux. Vous, dans votre livre, vous avez une réflexion plutôt contre la QPC. Pourquoi ? C'est assez rare. Qu'est-ce qui vous gêne justement dans ce genre de mécanisme, par exemple, comme la question prioritaire de constitutionnalité ? Alors, la révision constitutionnelle de 2008 a introduit en effet, comme vous dites en droit français, une question prioritaire de constitutionnalité QPC. En quoi consiste-t-elle ? En moyennant filtrage par la Cour de cassation au Conseil d'État, c'est une procédure qui permet à n'importe qui, à tout justiciable, qui s'estime lésé par la loi dont il lui a été fait application, d'en faire vérifier la validité par le Conseil constitutionnel. Avec les dispositions relatives à la QPC, c'est-à-dire en fait avec la fin de l'immunité constitutionnelle des lois promulguées. Jusque-là, la loi promulguée ne pouvait pas être contestée, alors sauf au regard des traités, mais ça, nous n'avons pas le temps d'en parler. Donc, immunité constitutionnelle des lois promulguées, ça c'était avant la QPC. Avec la QPC, le juge constitutionnel acquiert un pouvoir considérable sur le législateur, puisque au contrôle a priori qui demeure, qui est déclenché par des parlementaires, s'ajoute un contrôle a posteriori que peut déclencher toute personne qui estime que la loi qui lui est appliquée porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution lui garantit. Contrairement à ce qui avait été prévu, et c'est là où c'est ma première série de critiques, le nombre de QPC jugés par le Conseil constitutionnel se maintient à un niveau élevé. On avait cru qu'il y avait quelques cadavres dans les placards et que une fois les placards nettoyés, le flux des QPC, sinon se tarirait, du moins deviendrait raisonnable. Mais pas du tout. Le flux s'enfle, le taux de censure n'est pas négligeable, puisque une fois sur trois, on a une censure ou une sérieuse réserve d'interprétation. Et ces censures ou ces réserves d'interprétation sur des lois antérieures portent tant sur des dispositions anciennes, quelquefois très anciennes, que sur des textes récents, parfois très récents, et tout cela conduit le législateur soit à repenser une législation déjà en vigueur, soit à revoir sa récente copie. Alors tout y passe, ou tout est susceptible d'y passer. Qui aurait pensé il y a 15 ans que les combats de coqs seraient une question constitutionnelle ? C'est le cas. Et la jurisprudence s'étoffant avec le nombre de QPC formés sur un même sujet, l'imagination des avocats étant sans borne, c'est une jurisprudence qui se fait toujours plus sophistiquée, plus casuistique, et donc aussi moins lisible. Elle conduit à des allers-retours entre le Parlement et les juges de la loi.
La QPC a précarisé la loi en vigueur, elle en a fait un instrument précaire et révocable, et donc a cumulé ses effets avec un autre phénomène dont je parle de mon livre, qui est le contrôle de conventionnalité, qui permet au juge même ordinaire d'écarter la loi lorsqu'il l'estime contraire à un engagement international de la France. Mmh. Et qui plus est, la même législation peut être plusieurs fois la cible d'une QPC, notamment parce que le Conseil constitutionnel estime que les circonstances de droit ou de fait ont changé depuis sa dernière décision. Alors, elle a été présentée comme un progrès considérable dans la protection des personnes contre les lois arbitraires, cette QPC, mais relativisons. Où étions-nous en état de droit atrophié avant 2010 hein? Parce que 2010, c'est l'année d'entrée en vigueur de la QPC, hein, la révision constitutionnelle 2008, entrée en vigueur 2010. Alors, étions-nous en état de droit atrophié? Non, je crois pas. Par ailleurs, le contrôle de constitutionnalité a posteriori et même le contrôle de constitutionnalité tout court ne sont pas universellement répandus dans les démocraties contemporaines. Les Pays-Bas et la Suède ignorent le contrôle de constitutionnalité. On ne peut pas dire quand même que ces deux pays ne sont pas des États de droit. Mmh. Oui, puis pour rebondir sur ce que vous dites, tout récemment, il y a la question de la PMA qui a fait l'objet d'une QPC. Et on entendait l'autre jour, lors de la plaidoirie, l'avocat reprocher finalement au législateur d'avoir mis une condition liée au sexe de la personne faisant la demande pour une procréation médicalement assistée. C'est vrai qu'on s'éloigne peut-être d'un certain nombre de soit du bon sens, ou alors qu'on conteste vraiment la compétence du législateur à faire émettre des conditions légales. Il y a un autre sujet que je voudrais vraiment aborder avec vous, c'est celui de la délinquance et de ce que beaucoup appellent les dysfonctionnements dans la justice pénale. Il y a quand même beaucoup de faits divers qui sont remontés par la presse, dans lesquels on voit que les juges font parfois preuve d'une clémence très discutable. En tout cas, c'est ce que vous dites dans votre livre. Vraiment, ne sanctionnent pas des comportements abjects et parfois sanctionne au contraire la légitime défense. Il y a aussi de nouveau dans l'actualité des cas qui illustrent cela. Et vous dites que c'est en fait un cercle vicieux dans votre livre, que en fait l'impunité est là parce qu'il y a une surpopulation carcérale, et en fait comme il y a une surpopulation carcérale, les gens ne vont plus en prison, et donc il y a une impunité, et donc ça alimente la délinquance. Les juges participent vraiment de ce cercle vicieux selon vous ? Alors, dans la pensée pénale contemporaine, là, c'est pas seulement les juges, hein, mais aussi pour les principales organisations représentatives de magistrats. Alors, je ferai exception du syndicat Unité Magistrats qui est minoritaire, qui est affilié à Force Ouvrière et qui a des visions des choses plus équilibrées, si vous voulez. Mais quand même, pour les autres syndicats, et je dirais pour la plupart des pénalistes, la prison a pour raison d'être la réinsertion et non la dissuasion, la punition ou la prévention. Alors bien sûr, la prison a pour raison d'être la réinsertion, je suis loin de le contester, mais elle a également pour fonction la dissuasion, la punition et la prévention. Or, dans son état actuel de saturation, la prison n'assure plus convenablement la réinsertion. Aussi, alors, là, il n'y a pas que les juges, la législation elle-même, les circulaires des gardes des Sceaux, la pratique des tribunaux, là on retrouve les juges, l'encombrement de notre justice et de notre système pénitentiaire, conduisent à ce que les peines de prison soient évitées, aménagées ou tout simplement inexécutées à force d'être retardées. À la réticence du juge à prononcer des peines d'emprisonnement, qui est, si vous voulez, une réticence un peu de principe, s'ajoute objectivement le manque de place, cause de promiscuité et de conditions de vie carcérales indécentes. Dès lors, ce ne sont plus les peines prononcées qui déterminent le taux d'occupation des prisons, mais le taux d'occupation des prisons qui détermine les peines prononcées, d'où le cercle vicieux que vous indiquez. Plus la délinquance augmente, plus les prisons sont encombrées, donc criminogènes, donc plus on rechigne à construire de nouvelles places, puisque la prison est présentée comme faisant obstacle à la réinsertion. Et donc, moins on incarcère, et moins on incarcère surtout pour un même type,
gravité et un même type d'infraction. Et donc, plus le sentiment d'impunité augmente parmi les délinquants, la délinquance est voilà le cercle vicieux. Aussi, le nombre de personnes incarcérées rapporté à la population est-il moins élevé en France que chez beaucoup de nos voisins, dans l'Europe du Nord en particulier, alors que la criminalité y est supérieure en proportion de la population si on prend des indicateurs objectifs comme le nombre annuel d'homicides ou de tentatives d'homicide. Ce cercle vicieux s'inverserait si on incarcérait plus tôt pour une même gravité d'infraction et si toutes les peines de prison, y compris les courtes, étaient exécutées. L'impunité, me semble-t-il, endurcit le délinquant plus sûrement que la prison. Mais tout ça suppose évidemment qu'on construise des places et qu'on ait des prisons décentes. Eh bien, merci beaucoup Jean-Éric Schoettel d'avoir été avec nous pour parler donc de votre dernier livre, pour poursuivre la réflexion. J'invite les auditeurs donc à lire, c'est publié chez Gallimard, La démocratie au péril des prétoires. C'est déjà la fin de cette émission, mais aussi de cette saison et puis de cette aventure pour le CLJ sur RCF Alsace. Un très grand merci à Nicolas Imbert et Théo Giandoni pour leur aide technique à la réalisation de toutes ces émissions pendant 3 années, particulièrement pendant les restrictions liées à la Covid. Un très grand merci également à Laetitia Forgeau d'Arc qui nous a proposé cette émission et nous a invités à participer au lancement de cette antenne locale d'RCF. Nous espérons que ce magazine aura été utile et intéressant pour les auditeurs. Le droit, lui, continuera d'être en débat sous une autre forme à la rentrée. Alors, vous pouvez dès maintenant vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre newsletter sur www.eclj.org. Très bonne soirée sur RCF Alsace et bonnes vacances à tous.